existé. Tôt ce matin, sur une autoroute près de Paris, un policier qui régulait la circulation après un accident a été tué par un chauffard en état d'ébriété. Le gouvernement va renforcer les mesures pour lutter contre la délinquance routière. En Côte d'Ivoire, le contingent français est renforcé par 200 parachutistes de la Légion. Ils pourront tirer sur quiconque tenterait de violer le fragile cessez-le-feu en vigueur depuis le 18 octobre. Sortie de route pour les Verts qui manquent leur virage à gauche. À la surprise générale, la nouvelle direction n'a pas obtenu les voix suffisantes pour l'élection au secrétariat général. Dominique Voynet assure l'intérim. Le papillon est un mot d'amour plié en deux. C'est le thème de ce joli conte, signé Philippe Muil, qui sort sur les écrans français mercredi, avec Michel Serrault, notre invité, dans le rôle du chasseur de papillons, avec à ses côtés aussi une petite fille, Claire Boiniche. Madame, Monsieur, bonsoir. Un policier a été fauché par un conducteur en état d'ébriété vers 6 heures ce matin sur l'autoroute A86 à la hauteur de Choisy-le-Roi. Le policier avec plusieurs de ses collègues établissait un barrage de déviation pour assurer la sécurité sur le lieu d'un accident. Un drame similaire avait eu lieu il y a 15 jours, au cours duquel 5 pompiers avaient trouvé la mort. Aurélia Guillemin et David Fossard. Le silence en dit long sur ce qu'ils viennent d'apprendre. Celui qui repose dans ce funérarium était un fils, un compagnon, un collègue. Ronan Picard avait 30 ans, il était policier. Il est mort en service tôt ce matin. On a vraiment un sentiment d'écœurement, de dégoût, de colère, de tristesse aussi, un sentiment de tristesse. On a envie de dire assez, quoi, assez. Le drame s'est produit vers 6h30. Ronan Picard et 2 de ses collègues sont en mission quand ils aperçoivent une voiture accidentée de l'autre côté de la chaussée. Pour la protéger, les policiers mettent en place une déviation dans cette partie courbe limitée à 90 km/h. Une Peugeot 306 surgit alors et fauche l'un d'entre eux. Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle s'il y a un excès de vitesse, mais il y a un défaut de maîtrise et une perte de contrôle suite à un coup de volant. Et donc le conducteur s'est déporté sur la bande d'arrêt d'urgence et a percuté le fonctionnaire de police. Une chose est sûre, le conducteur, un légionnaire, était en état d'ébriété. Son taux d'alcoolémie était plus de 3 fois supérieur à la norme autorisée. Ce soir, il est toujours en garde à vue. Il devrait être présenté à la justice dès demain matin. Le président de la République, Jacques Chirac, a fait part de sa révolte face à l'inconscience routière. Il a transmis ses condoléances à la famille de la victime. Nicolas Sarkozy leur a également adressé un message de sympathie. Ce drame intervient au moment même où le gouvernement s'apprête à dévoiler de nouvelles mesures pour lutter contre la délinquance routière qui tue 8000 personnes par an sur les routes de France. Parmi ces mesures, l'alourdissement des peines requises contre les chauffards, jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Alban Mikosi et Virginie Fichet. Renforcer la peur du gendarme, tel semble être l'objectif du plan que le gouvernement présentera mercredi. Parmi les mesures envisagées, avant tout, l'alourdissement des peines contre les chauffards. Les tribunaux seraient invités à plus de sévérité. Dans certains cas, le conducteur serait même jugé sur le champ et transféré éventuellement en prison. Pour les délits moins graves, la chaîne des contraventions sera automatisée. Concrètement, cela signifie que les PV devront être payés avant toute contestation. En projet aussi la surveillance automatique de la vitesse sur autoroute, au besoin en utilisant des moyens aériens, mais aussi des bornes fixes sur la chaussée, car c'est souvent la vitesse qui est à l'origine des drames. La vitesse, elle tue aussi sur l'autoroute. Elle tue des patrouilleurs, des sociétés d'autoroute et d'autoroute du sud de la France en particulier. Elle tue des pompiers, elle tue des gendarmes, elle tue des dépanneurs. Elle tue toute une population de personnes dont le métier est d'assurer la sécurité. Et on ne peut plus l'admettre. En bref, le gouvernement étudie aussi la remise en cause des aménagements de peine et autres permis blancs. Les jeunes conducteurs devront passer par une période probatoire, encore inconnue, sans accident, pour valider définitivement leur permis. Enfin, face à certaines maladies, des visites médicales seront proposées, ce quel que soit l'âge du conducteur, le gouvernement ne souhaitant pas montrer du doigt les personnes âgées. À Paris, en fin d'après-midi, un policier a été poignardé devant le commissariat du 12e arrondissement. L'agent qui était en faction a été hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger. Son agresseur serait un déséquilibré. Le plan Vigipirate renforcé entre en vigueur à partir d'aujourd'hui. Plus de 1000 policiers et militaires supplémentaires vont surveiller les principales gares parisiennes ainsi que les grands magasins. Une mesure qui, selon le ministère de l'Intérieur, n'est pas liée à de nouvelles menaces. Paul de Genève et Vincent Kellner. Oui, j'ai passé 2 véhicules. Les bagages sont à vous ? D'accord.
Ce voyageur ne s'est éloigné que de quelques mètres de ses bagages. Suffisamment loin toutefois pour alerter ce gendarme. Accompagné de 2 militaires, il arpente la gare de Lyon. Ils sont là en renfort du dispositif Vigipirate, une présence déjà connue mais qui produit toujours son effet. Et la France étant un pays plus ou moins cible, pourrait être un pays cible du terrorisme. C'est la raison pour laquelle cette présence est relativement rassurante. Moi ça m'inquiète plus qu'autre chose et bon, quelque part s'il y avait quelqu'un avec un sac, une bombe à l'intérieur qui venait dans la gare, je pense qu'on ne pourrait pas vraiment faire quelque chose contre. Les grands magasins, autre point très sensible de la capitale. Ici aussi, les policiers ont reçu des renforts pour les fêtes de Noël. Le ministère de l'Intérieur a mobilisé 300 policiers, 500 CRS, mais aussi 300 militaires supplémentaires. Ces hommes, déjà sur le terrain, sont particulièrement sensibilisés aux risques terroristes. Ce qu'on regarde, c'est surtout les véhicules qui sont en stationnement vraiment très irréguliers, qui sont suspects. Ça peut être des véhicules de location, ça peut être des véhicules avec des plaques immatriculées à l'étranger. Et selon le positionnement des véhicules, ça peut nous donner quelquefois un indice. Ce soir, 2 fois plus d'hommes patrouillent dans les rues de Paris. Ces renforts devraient rester mobilisés au moins jusqu'au milieu du mois de janvier. Après la collision hier matin entre un porte-container des Bahamas et un navire norvégien transportant près de 3000 voitures qui a coulé au large de Dunkerque, la préfecture maritime de la Manche assure qu'il n'y a pas de pollution notable autour de l'épave, dont les cales renferment encore 2000 tonnes de combustible. Hélène Vergne et Dominique Mas. Cet après-midi, plus de 24 heures après la collision, il était toujours aussi difficile d'approcher l'épave. Les conditions météorologiques défavorables retardent le travail du navire d'assistance venu pomper les 2000 tonnes de fioul contenues dans le réservoir du Tricolore, ce roulier norvégien qui transportait près de 3000 voitures. Pour l'instant, il y a des plongeurs qui vont aller donc investiguer autour de ce navire. Ensuite, les opérations de pompage qui seraient mises en place, à condition bien évidemment que la météo le permette. Elle est très mauvaise à l'heure actuelle, mais normalement, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, le pompage devrait être effectué. Une fois le pompage achevé, l'armateur devra songer à renflouer son navire. Une manœuvre complexe mais nécessaire, car l'épave gît au beau milieu du détroit du Pas-de-Calais, l'un des plus dangereux au monde. Chaque jour, le CROSS de Grinet enregistre le passage de plus de 250 cargos et ferries dans ce carrefour. En attendant, pour baliser la zone et éviter tout nouvel accident, une bouée a été placée à proximité du navire norvégien couché sur son flanc. La cargaison que l'on s'est perdue et le navire sont estimés à 50 millions d'euros. Défaillance matérielle ou défaut de vigilance, l'enquête de la gendarmerie devra déterminer les causes de cet accident spectaculaire. En témoigne la proue du porte-conteneur bahaméen qui a regagné ce matin le port d'Anvers. La marée noire qui souille les côtes de Galice en Espagne continue de susciter un fort mouvement de contestation à l'égard des autorités. À Barcelone aujourd'hui, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont demandé la démission du gouvernement de José María Aznar et du président de la région de Galice, accusés de n'avoir pas su gérer les conséquences de cette catastrophe. Les premiers renforts militaires français sont arrivés cette nuit en Côte d'Ivoire, un contingent de 200 légionnaires parachutistes du 2e REP. Ils ont commencé à se déployer sur le terrain et ont reçu l'autorisation de tirer en cas de violation du cessez-le-feu. La plupart des pays occidentaux ont conseillé à leurs ressortissants de quitter le pays. Reportage de nos correspondants Éric Monnier et Bruno Giraudon. Ces 200 légionnaires parachutistes du 2e REP à leur arrivée à l'aéroport d'Abidjan, ce sont les premiers éléments du renfort des troupes françaises envoyées en Côte d'Ivoire. Un renfort décidé cette semaine par les autorités françaises pour tenter de sortir de la spirale infernale qui, depuis 3 mois, entraîne le pays vers la guerre civile. Il est 23 h la nuit dernière, la ville est sous couvre-feu depuis 4 heures déjà. Ce matin, ces soldats d'élite recevaient leur complément de pactage. Progressivement, ils seront déployés sur les positions françaises déjà existantes et sur de nouvelles positions aussi. But de la manœuvre, rendre plus hermétique la ligne de non-franchissement, plus stricte le respect d'un cessez-le-feu conclu le 17 octobre dernier entre gouvernement ivoirien et assaillants. Plus d'intransigeance sur le terrain, mais une politique qui privilégie toujours le dialogue comme solution à la crise. Pas question, assure l'armée française, de se lancer dans une aventure militaire à la reconquête de quelconque territoire. Notre mission, c'est de faire comprendre avec plus de fermeté aux deux parties qu'il faut respecter ce cessez-le-feu, qui est une chance unique pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais il ne s'agit pas pour nous de partir à l'offensive. La France marque son appui aux autorités légitimes ivoiriennes, mais n'ira pas faire la guerre à leur place.
C'est ce que l'on peut comprendre d'une politique française en Côte d'Ivoire, coincée entre le risque d'enlisement et la volonté de préserver son influence sur le continent. Une politique bien difficile depuis 3 mois à décrypter. En Irak, la visite de l'acteur américain Sean Penn a été largement médiatisée. Après un entretien avec le vice-premier ministre Tarek Aziz, il a affirmé son opposition à la guerre. Sur place à Bagdad, Maryse Burgot et Jean-François Renaud. Le visiteur n'a pas le choix. Quand il rentre dans ce grand hôtel de Bagdad, il piétine le portrait de George Bush père. C'est pourtant dans cet hôtel que Sean Penn donnait aujourd'hui une conférence de presse. L'acteur américain, star de Hollywood, vient de passer 3 jours en Irak pour se faire sa propre opinion sur la situation. J'avais besoin de venir ici, de voir un sourire, une rue, de sentir les odeurs, de parler aux gens et de rentrer avec tout ça à la maison. Sean Penn rentre ce soir à Hollywood, avec dans la tête quelques visages de l'Irak. Au nom de ces quelques regards photographiés dans un hôpital de Bagdad, il demande à George Bush de laisser une chance aux inspecteurs en désarmement. Sean Penn déclare ne pas être un pacifiste mais un patriote en droit de demander des comptes à ceux qui dirigent son pays. Je n'arrive pas à concevoir pourquoi les Américains ne partagent pas avec le reste du monde les preuves qu'ils prétendent avoir sur des armes de destruction massive en Irak. Ce voyage est aussi une sorte d'acte de défi à l'égard des médias américains. Il serait, selon Sean Penn, trop enclin à relayer le point de vue des autorités. La présence de Sean Penn à Bagdad a évidemment très peu de chances d'infléchir la détermination des autorités américaines. Ce week-end, la pression est montée d'un cran sur l'Irak. Bagdad est sommé par l'ONU de fournir dans un délai de 15 jours la liste de ses scientifiques impliqués dans des programmes d'armement, des scientifiques qui pourront être interrogés à l'étranger. Pour la 2e année consécutive, le gouvernement israélien interdit à Yasser Arafat de participer à la messe de minuit à Bethléem. L'armée israélienne maintiendra ses positions autour de la ville, mais n'empêchera pas les chrétiens de se rendre dans la ville de la Nativité, selon les autorités israéliennes. À Nantes, les Verts se sont livrés aujourd'hui à l'un de ces psychodrames dont ils ont le secret. À la surprise générale, le candidat de la tendance majoritaire, Gilles Lemaire, proche d'Alain Lipietz, n'a pas obtenu la majorité nécessaire à son élection. Résultat de ces querelles internes, Dominique Voynet est maintenu au secrétariat national pour expédier les affaires courantes. Reportage Hélène Hugues et Bernie Mériot. Pour tous, y compris pour lui, l'affaire était entendue. Gilles Lemaire, candidat proposé par la nouvelle majorité chez les Verts, allait devenir à la mi-journée le nouveau secrétaire national. Mais c'était d'oublier un peu vite les vieux démons. Dominique Voynet et ses amis n'avaient pas encore dit leur dernier mot. Même minoritaires, ils ont réussi à bloquer l'élection de la nouvelle direction. Voilà, nous avons effectivement un petit souci avec ce reportage. On ne pouvait pas entendre Mme Voynet. Nous y reviendrons dans quelques instants. Voyons maintenant ce qui se passait du côté du Parti socialiste. À Montreuil, François Hollande, lui, a mis en garde les anciens partenaires de la gauche plurielle contre leurs incohérences. Le premier secrétaire du PS, qui présentait les résultats de quelques 10 000 réunions tenues avec les militants qui ont fait part de leurs doléances, s'est engagé à rénover le fonctionnement interne du parti avant un congrès décisif dans 6 mois à Dijon. Reportage Javid Imbert et Madi Diawara. Quand le Parti socialiste organise pas moins de 6 tables rondes comme aujourd'hui, la première chose qui se remarque, c'est l'envie des militants de prendre la parole. Ce qui caractérise la gauche, c'est sa générosité. La deuxième chose, c'est la discrétion des têtes d'affiche. Les anciens ministres ont été priés de se fondre dans le décor, et quand certains d'entre eux interviennent, c'est plutôt comme les militants ordinaires, sur le mode critique. Je pense qu'avec l'ouverture du capital de France Télécom telle que nous l'avons faite, nous avons fait une énorme erreur politique. D'une certaine manière, François Hollande a réussi son pari. À 5 mois d'un congrès qui pour lui s'annonce périlleux, la base du PS, celle qui était là aujourd'hui en tout cas, considère qu'elle a pu s'exprimer, elle le dit,
avec plus ou moins de nuances. Le PS avait besoin de ça. C'est pas pour ça qu'on jette le bébé l'eau du beurre. Là, au moins, on peut quand même rencontrer les gens du national. Et moi, j'aurais dire que c'est la première fois que j'en rencontre un certain nombre, autrement, ailleurs que dans un meeting. Les militants posent des questions bien sagement à la direction du Parti socialiste, qui répond doctement. Pas de quoi troubler François Hollande, plutôt content de sa méthode. Quel parti peut en faire autant? Quel parti peut prendre le risque d'ouvrir largement ses rangs, justement, à l'exercice critique de l'action qui a été conduite? Mais l'exercice critique est-il vraiment terminé? Les socialistes aimeraient qu'on les entende un peu plus sur l'avenir et un peu moins sur le passé. Voilà, pour des raisons techniques, nous ne pouvons pas vous diffuser le sujet sur la réunion des Verts, mais vous pourrez le retrouver dans le dernier journal vers minuit. À Bayonne, une bombe artisanale a été désamorcée cette nuit devant le local du Parti socialiste. Aucune revendication de cette tentative manquée n'a été faite. Il y avait 2 élections législatives partielles aujourd'hui. Christian Blanc, apparenté UDF, a été élu député, sans surprise, dans les Yvelines. C'était le seul candidat au 2e tour. Et puis à Maubeuge, c'est le député candidat sortant UMP Jean-Claude Decagny qui conserve son siège. Plus de voitures fumeurs dans les premières classes des TGV français à partir d'aujourd'hui. La SNCF a constaté que même les fumeurs préfèrent réserver dans des voitures non fumeurs. Il ne restera plus qu'une voiture en 2e classe pour les accros de la cigarette. Explication, Elisabeth Esley et Romain Potoki. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous vous informons que la totalité des voitures de première classe est désormais un espace non-fumeur. Comme sur toutes les destinations atlantiques, depuis ce matin sur la ligne Paris-Lyon, il n'y a plus qu'un seul wagon fumeur par train en 2e classe. Les plus accros sont obligés de se déplacer. Si je prends la première classe pour m'asseoir, fumer ma cigarette et regarder le beau paysage, mais je peux pas, je dois m'en venir jusqu'ici. Mais c'est malheureux. Il me semble que c'est plus une décision commerciale et que, bon, s'il faut forcément alliance grande pour fumer, c'est une petite décision un peu curieuse, je ne sais pas. Mais de passage dans le wagon fumeur et aux abords, il y a aussi des clients de 2e classe. On a tendance à prendre un billet en non-fumeur et puis on vient devant le wagon fumeur, on se met sa cigarette et on retourne à sa place tranquillement, quoi. 60% des fumeurs réservent en zone sans tabac. Beaucoup de places fumeurs restaient inoccupées. La SNCF va pouvoir proposer 11% de sièges supplémentaires en ayant l'œil. Oui, c'est verbalisable dans le cadre de la loi E20. Mais bon, surtout que les gens n'y sont pas tous informés, donc nous leur demandons gentiment d'éteindre leurs cigarettes et puis tout va bien. Dans un des wagons de première classe, il est aussi interdit de téléphoner. Mais heureusement, on peut encore s'adonner à bien d'autres occupations. La distribution des dons collectés après les inondations de la Somme provoque des désaccords entre les municipalités et les anciens sinistrés. 3 millions d'euros ont été réunis et confiés aux maires des communes, ce que contestent certains particuliers. Reportage Dorothée Cochard et Virginie Travers. C'est l'histoire d'une cagnotte qui a du mal à être distribuée. Il y a 1 an et demi, M. Parmentier, comme 3000 autres habitants de la Somme, vit sa maison inondée et dû l'évacuer. Ça fait 21 mois que c'est comme ça, là c'est en friche, il n'y a plus rien d'entretenu, on n'a plus le courage de rentrer chez nous. Les Français émus firent des dons, et pas qu'un peu, 3 millions d'euros. 1 an et demi après, combien croyez-vous que M. Parmentier a reçu? Rien, aucun centime. Je trouve inadmissible qu'on puisse bloquer de l'argent pendant 21 mois qui aurait pu rendre service à certaines personnes. Que sont devenus les 3 millions d'euros? Ils ont été confiés à l'association des maires de la Somme et cette association les distribuera demain. Seulement l'argent ne sera pas versé sur le compte des sinistrés, mais sur celui de leur commune. Nous, ce que l'on craint, c'est que l'argent qui soit remis aux maires ne soit pas redistribué directement aux sinistrés. Là, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, théoriquement, cet argent doit venir justement pour les travaux d'infrastructure, style stade et route, alors que pour nous, l'argent doit revenir à l'ensemble des sinistrés. Inquiétude bien inutile, répondent les maires qui connaissent leur affaire. Le maire, pourquoi? Parce que, 1, il connaissait la situation antérieure, il connaît la situation actuelle et il connaît les problèmes qu'il y a eu pendant les inondations. Fort de ces 3 éléments, il peut en tirer des conclusions. Conclusion, la redistribution sera peut-être plus longue, mais elle sera théoriquement plus juste. Si vous êtes inondé, sachez être patient. Et si vous êtes donateur, aussi.
Réunion extraordinaire du conseil d'administration du Crédit Lyonnais ce dimanche à 19 h à Paris. Le conseil pourrait examiner une offre de reprise par le Crédit Agricole qui a annoncé cette semaine avoir augmenté sa participation dans le capital de la banque pour contrer l'achat effectué il y a 15 jours par la BNP des parts détenues par l'État et mises en vente par Francis Mer, le ministre de l'économie. Avec l'ouverture des marchés d'électricité à la concurrence, l'entreprise publique EDF doit maintenant développer ses services commerciaux pour trouver de nouveaux clients à l'étranger et conserver ses clients en France. Jean-Paul Chapelle et Alain Poirier ont suivi l'un de ses agents commerciaux, une jeune femme qui négocie chaque gros contrat. Sa journée sera dure. Patricia est fonctionnaire chez EDF, mais pour elle, le monopole a disparu en 1999. Ses clients sont des grandes entreprises qui ont désormais le choix, comme ce site de chimie en Camargue qui fait jouer la concurrence. Votre offre ne passe pas. Oui, ce sera quand même la première fois que le groupe Salvé quitterait le groupe EDF. On a décidé de passer au meilleur offrant. Dernière tentative, en jeu, un contrat de 28 millions de kilowattheures, la consommation moyenne d'une ville de 6 000 habitants. Mais un fournisseur espagnol propose un tarif 2% plus bas, suffisant pour convaincre un gros consommateur d'énergie. Je vais devoir payer plus pour ceci. Contrat perdu, pas de temps à perdre. Direction Milan, la météo n'est pas favorable, mais le climat y est meilleur pour les affaires. Il pleut quand même en Italie. Ici, pas de nucléaire. L'électricité y est en moyenne 2 fois plus chère, plus facile pour EDF de gagner des clients. Difficile de riflettere davanti a dei tartufi belli. Cette fois, Patricia va remporter le contrat. Des efforts pour faire un prix très attractif. Là. Pour gagner des parts de marché en Italie, EDF a investi et pris le contrôle d'Edison, le numéro 2 de l'électricité. Objectif, un meilleur accès au réseau. Nos différents concurrents peuvent utiliser le réseau. Le réseau est partagé entre les différents utilisateurs, comme pour le téléphone. Et EDF doit s'adapter un peu comme France Télécom. Et EDF doit s'adapter un peu comme France Télécom, effectivement. Et comme France Télécom, EDF s'est endetté. 22 milliards d'euros. Pour rester dans la course, l'électricien aura vite besoin de l'argent frais, promis par la privatisation partielle. Tous les clients potentiels d'EDF ne bénéficient pas d'autant d'égards. Ainsi, dans les Cévennes, 2 retraités britanniques attendent depuis maintenant 16 ans de pouvoir être raccordés au réseau électrique. Une situation ubuesque quand on sait qu'à 2 pas de chez eux passe une ligne à moyenne tension sur laquelle ils ne peuvent se raccorder. Karine Comazzi et Frédéric Guibal. Il y a 16 ans, les Talbot ont quitté leur Angleterre natale pour s'installer dans les Cévennes. Mais leur jolie maison, même retapée, tient du manoir des Sœurs Brontë avec éclairage d'époque. C'est bien, mais si on peut trouver des bougies qui ne coulent pas. Parce que si on a les bougies qui coulent et on a une soirée, ça risque de tomber sur les têtes des invités. Ça vous est arrivé? Oui. Pour allumer le four ou l'aspirateur, Adriane doit démarrer le groupe électrogène situé tout au fond du jardin. En clair, le couple paye cher le fait que leur maison ne soit pas raccordée au réseau EDF. Et pourtant, le poteau n'est pas loin. Il est là, voilà. 20 mètres d'ici. C'est pas possible de raccorder. Ah oui, c'est possible pour 15 000 euros, 100 000 francs. 15 000 euros, c'est le prix du transformateur nécessaire pour accorder la ligne moyenne tension au foyer. Le prix à payer pour un service public. Ça nous étonne, mais on n'est pas en colère, mais on pense que c'est un peu bizarre. Et pourtant, une solution existe. Raccorder les Talbot au transformateur du village voisin, Pérol, situé à seulement quelques mètres de leur maison. Les 2 maires sont tombés d'accord, mais l'administration fiscale refuse cette solution intercommunale. C'est 2 cantons différents, c'est 2 arrondissements différents. C'est un peu dommage, c'est le même percepteur, mais c'est 2 perceptions différentes. Et c'est un peu dommage qu'on soit bloqué en période où l'on parle beaucoup de décentralisation. Si la perfide administration ne fait pas preuve d'un peu de souplesse, nos Anglais passeront un nouveau Noël à la bougie, un nouvel hiver aussi. À l'approche de Noël se pose un choix cornélien pour les familles, la dinde ou le chapon. Les 2 écoles s'affrontent. Un reportage sur les marchés bordelais où l'on prépare déjà les tablés de Noël. Éric Perrin et Bernard Bonnard.
Si pour Noël, on s'y prend souvent au dernier moment pour trouver les cadeaux, en ce qui concerne le repas du réveillon, il n'y a jamais d'improvisation. La preuve, sur ce marché de Bordeaux où dès ce matin, on vient notamment réserver 4 pigeons et 2 cailles pour le repas de Noël. Aujourd'hui, c'est beaucoup de clients qui se déplacent juste pour faire leurs commandes, pour leurs produits de fête. Rôti de sanglier, foie frais, dinde. Plus ça va, plus on commande à l'avance. À croire que préparer ce repas, c'est déjà y être un peu. Le foie gras, les coquilles Saint-Jacques, et puis peut-être un chapon. Là, je ne suis pas très sûre encore. Apparemment, ça donne déjà le sourire, rien que d'y penser. Ah oui. C'est fantastique, les fêtes. Ils veulent bien manger. Et c'est vrai qu'ils regardent un peu moins le prix que les autres semaines de l'année. Ils sont prêts à faire des efforts financiers à condition que ce soit bien. Incontournable, surtout dans le sud-ouest, le foie gras. Pour ce petit producteur, les fêtes de fin d'année, c'est 70% de ses ventes. Alors pour l'occasion, il innove. Vous avez la brioche au four et aux pommes au foie gras et Armagnac. C'est meilleur que le McDo. Ça tombe bien, car pour les fêtes, on ne cherche pas pour une fois à manger vite, mais avant tout à manger ensemble. Plus que les cadeaux, c'est surtout le repas qui compte pour moi. J'adore ce repas familial. Et j'aime bien quand on est tous autour de ça. Et quand on en discute, et surtout quand à la fin, excusez-moi, je vais faire le geste, on suce les doigts, c'est que c'est bon. Allez, juste le temps de souffler, et puis il faudra penser au réveillon de la nouvelle année. Les préparatifs vont bon train aussi dans les stations de ski où l'enneigement est satisfaisant, notamment dans les Alpes du Sud et les Pyrénées. Déjà, les réservations sont importantes pour les vacances de Noël. Reportage en Isère, Benoît Gadré et Thierry Simonet. Il retrouve le plaisir de la glisse, de la poudreuse sur les hauteurs du massif de Beldonne. Première descente et première sensation. Beaucoup de gamelles. Beaucoup. Des petites frayeurs, et puis là, ça y est, ça vient. Ça rafraîchit, ça fait, on prend l'air, on se revitalise. À ce jour, seulement un tiers du domaine est ouvert. Les chutes de neige n'ont pas été très abondantes dans les Alpes du Nord et faute de grand froid, les canons à neige n'ont pu fonctionner. L'enneigement n'est pas très important, mais cependant il est quand même meilleur que l'année dernière à la même époque. Donc pour nous, on va attaquer les vacances de Noël plutôt dans des conditions meilleures que l'année dernière. Ce début de saison est l'occasion de former les habitués de la montagne aux techniques de recherche de victimes d'avalanche. Plus il va faire bip 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 rapidement, plus tu vas être près de la victime. L'ARVA est un appareil qui permet de repérer une victime enfouie sous la neige. C'est un peu comme le secourisme, plus il y a de secouristes, plus on peut sauver des gens par accident de voiture. Là c'est un peu pareil, plus il y aura des gens de formés à l'ARVA, plus ils seront efficaces et plus il y aura des vies sauvées en avalanche. Je suis le train, vous êtes les wagons, interdit de dérailler. D'accord ? Oui, et interdit de se doubler. Ceux-là n'ont pas attendu les vacances. Depuis une semaine, ils sont ici en classe de neige. Dans quelques jours, les pistes seront prises d'assaut par les vacanciers, alors ceux-là profitent encore pleinement du grand espace. L'équipe de France de handball s'est classée finalement 3e des championnats d'Europe cet après-midi au Danemark. Les handballeuses ont remporté la médaille de bronze grâce à leur victoire sur les Russes. 27-22. Voilà, vous voyez les Bleus qui sont évidemment très contentes. À Toulouse cet après-midi en Coupe d'Europe, le Stade toulousain a largement battu Édimbourg 50-17. Cette victoire permet aux Français d'envisager sereinement la qualification pour les quarts de finale de la compétition. Voici un joli conte comme on les aime, une rencontre tout en pudeur et en tendresse entre un vieil homme un peu ours, qui est là sur ce plateau, et une petite fille en quête d'amitié. C'est le thème du dernier film de Philippe Mille avec Michel Serrault, notre invité ce soir, et Claire Boiniche, que Marie Jaugeron et Patrick Voix ont rencontré. On dit qu'un papillon, c'est comme un mot d'amour plié en deux. Vous en avez plein, des papillons. Ouais, mais celui-là est différent. Ce serait trop long à vous expliquer tout ça. Sors de là. Car là, il s'agit bien d'amour, ou plutôt d'un manque d'amour. Celui d'une petite fille délaissée par sa mère et d'un vieux monsieur collectionneur de papillons. Ma mère, elle est partie pendant une semaine, alors je pars avec vous. Non. Lorsqu'il a rencontré Claire, Michel Serrault a été séduit. Une vraie nature de 8 ans, maligne et spontanée, pas encore impressionné par les journalistes. C'est son premier film. Il y a un peu de tout dans l'histoire.
C'est émouvant, il y a de l'amour, il y a de l'action, il y a un peu de tout. Vous êtes en train de la promener dans les paysages du Vercors avec... Le vieil homme et l'enfant, avec Michel Simon, une recette qui avait fait ses preuves. L'adulte initiateur et l'enfant poseur de questions. Tu me l'as pas dit ton nom. Julien. Julien? Ça fait vieux. Un tournage un peu comme des vacances et le charme d'une rencontre autour d'un papillon de nuit rarissime, l'Isabelle. Clairel ne connaissait pas Michel Serrault avant le tournage. Il est en même temps rigolo et en même temps gentil. Je déteste les devinettes. Il y a bien un défaut. Je cherche, c'est ça que je cherche. Hé, dis donc. Des fois un petit peu, il a dit qu'il y a des petites colères. Pourquoi le diable est le bon Dieu? Et elle a même réussi à le faire chanter. Faire parler les curieux. Voilà, la vérité sort de la bouche des enfants. Alors comme ça, Michel Serrault, vous piquez des petites colères, c'est naturel, vous avez des sauts d'humeur ou c'était pour les besoins du film? Non, jamais, je me suis jamais mis en colère de ma vie. Simplement, des fois j'insiste pour que les gens comprennent. Alors le ton monte un peu, mais je ne frappe pas et je ne suis pas en colère, simplement j'explique. Vous expliquez avec une certaine fermeté qui peut oui, frapper une petite fille, enfin au sens imagé du terme. Non, parce que de temps en temps, il ne faut pas se laisser dépasser par les événements. Mais elle est mignonne, mais c'est vrai, elle a parlé de colère. Des petites, elle a dit. Elle a dit des petites, elle cherche absolument un petit défaut pour vous. Oui. Les personnages comme ça, un peu vieil ours, bougon, c'était déjà le registre qu'on a découvert dans Une hirondelle a fait le printemps. Vous aimez bien jouer ça? Ce sont des histoires qui sont écrites souvent pour moi, et comme à la ville je suis bougon, etc., je ne fais plus d'efforts pour jouer du tout. Les gens s'inspirent de mon tempérament, etc. Ce qui colle, non, mais pas du tout. Mais écoutez, ça me fait rire parce que on parle là du film de... Philippe Muet. Non, Une hirondelle a fait le printemps. Oui. Et les gens disent, vous êtes bougon là-dedans. Alors le pauvre, il vient de perdre sa femme, il a une jambe de bois, enfin j'exagère un peu, il a perdu tout son troupeau, et puis il dit, il est pas gai. Mais ils ont regardé le film, ils ont écouté un peu ce qui se passait. C'est pas moi, c'est les auteurs qui me font jouer des bougons. Mais en ce moment, c'est plutôt ce genre de personnage qu'on vous propose ou... Non. Parce que ce scénario, c'est votre petite fille, j'ai lu, qui vous a dit, il faut le faire. Oui, parce que dans le temps, je demandais à Madame Serrault, à mon épouse, de lire, et puis maintenant, au bout de quelques mois de vie commune, elle n'en a pas marre, mais et elle me dit, oui, je lirai quand j'aurai un moment, j'ai autre chose à faire, ou ma fille aussi, et elles me disent, oui, mais bon, on va lire, parce que c'est pas 5 minutes. Oh, je dis non, d'accord, et elle ne disait pas. Et là, vous avez trouvé une lectrice. Et alors là, maintenant, j'ai trouvé ma petite fille, qui a 16 ans, et qui, je sais pas, elle a l'air de s'intéresser au théâtre, au cinéma, à un tas de choses. Et à vous? Elle est à moi, et je lui dis, écoute, puisque ta grand-mère et ta mère ne sont pas intéressées par mes projets, est-ce que tu pourrais lire pour moi, lis ça. Et c'est vrai que pour le film, là, le papillon, là, lui, elle me dit, Michel, je crois que c'est bien, tu sais. Elle s'appelle Michel? Ah oui, pas papy. Non, ça, les grands-pères. Elle m'appelle ou monsieur ou Michel. Ah, c'est bien, ça donne l'ambiance. Alors, vous avez récemment fait le clown, au sens propre du terme, pour les 150 ans du cirque d'hiver. Oui, c'est vrai. Vous aimez bien, comme ça, passer de la facétie à la gravité? Mais c'est mon métier. Oui. Oui, c'est vrai. Mais voilà, on m'a demandé d'être le parrain, vous savez, l'invité d'honneur exactement au cirque d'hiver pour le 150e anniversaire de la construction du cirque d'hiver. Et Bouglione, ils m'ont dit là-bas, voilà, on serait très fiers, moi aussi, j'adore les clowns. Vous êtes lâché cette soirée-là? Alors, vous êtes lâché ce soir-là? Oui, là, mais je leur ai dit, je veux pas aller m'asseoir dans les places et puis regarder le spectacle. Si vous m'autorisez à faire quelques pitreries en scène, faire un travail d'Auguste, etc., d'accord. Et c'est ce que j'ai fait. Oui. Alors, jetant un peu d'eau au passage sur les gens qui étaient... Peut-être qu'il y avait des gens dans l'assistance qui n'écoutaient pas suffisamment, qui n'étaient pas... Je les ai réveillés, etc. Il faut bousculer un peu le public de temps en temps, vous savez. Alors, puisque vous parlez de bousculer le public, votre film sort le même jour qu'une super production, la suite du Seigneur des Anneaux, d'après la trilogie de Tolkien, réalisée par Peter Jackson. Et vous allez voir les effets spéciaux... Vous interdit d'en parler plus. On ne peut pas faire les deux à la fois. Des batailles titanesques. Alors, il a fallu 3 ans de tournage en Nouvelle-Zélande. Regardez le résumé de ce film présenté par Marie Jojoin et après vous nous direz ce que vous pensez de ces super productions. Les forces de Sauron ont lancé leur attaque. Ils utilisent Saruman pour détruire votre peuple.
Sur la terre du milieu règnent les forces obscures. Pour faire simple, les méchants. Monstres terrifiques, bestiaires hybrides et machines à tuer inspirées des pires cauchemars de l'imaginaire de Tolkien. C'est un super moyen de transport, l'Uruk-hai. Il a le look d'un hobbit. Le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson a passé 7 ans de sa vie pour mener à bien la trilogie. Le plus dur, les batailles titanesques. Dans les 2 tours, les soldats joués par les acteurs affrontent des soldats et des armes virtuelles. 600 figurants vont devenir une armée de 10 000 hommes. Plus d'effets spéciaux, plus de bruit et de fureur, et des nouveaux personnages comme Gollum, mi-ange, mi-démon, mi-virtuel, mi-humain, comme sa voix. Vous connaissez le chemin du Mordor? En jolie combinaison bleue, l'acteur shakespearien Andy Serkis, le Gollum, fou de Varap. Les mouvements de ses muscles sont reproduits sur un écran, le maquillage est virtuel. Je voulais qu'à travers le physique du personnage, on ressente toute la douleur qu'il véhicule. Ma façon de me déplacer était fonction de cela. Les 3 films du Seigneur des Anneaux auront coûté la bagatelle de 370 millions de dollars. Et voici l'effet spécial le moins cher du film, le baiser de la princesse des elfes, amoureuse d'un mortel, histoire de revenir à la réalité. Ça vous tenterait, Michel Serrault, de jouer dans un film comme ça? Oui, non, mais j'ai eu des propositions pour tourner dans le film. Ah, vous avez refusé? Mais on ne s'est pas entendu sur les conditions financières. Il y a eu propositions, et puis finalement, au dernier moment, tu vois. Mais c'est un très beau film. Ah, le vieux mage, un hobbit, un farfadet, c'était quoi le rôle? Non, j'étais dans une baraque au fond d'un décor et où je vais rester. Mais vous savez qu'on est à Mison... Pendant 3 ans? 3 ans là-bas, oui. Mais attention, hein, je ne dis pas de bêtises, et c'est un très beau film. Maintenant... Vous avez eu tort de ne pas le tourner? Je ne peux pas tout faire. Il y a le papillon quand même, c'est important aussi. Je comprends. Voilà. Merci Michel Serrault d'être venu nous voir ce soir. Déjà. Bah oui, je reviendrai pour raconter l'histoire. Oui, vous reviendrez une autre fois. Mais pour terminer ce journal, saluons notre consoeur Arlette Chabot qui a reçu le trophée communication des femmes en or à Courchevel, vous la voyez, pour son émission Mots croisés. Et puis au cours de cette soirée, Bernadette Chirac a décerné un prix spécial à Anne Barrère, créatrice de l'opération Pièce jaune. Voilà, c'était les femmes en or, donc à Courchevel. À suivre la météo, Nathalie Riouet, puis les Confidential avec Kim Basinger, dernier journal, minuit 50, Laurence Piquet. Demain matin, dans les 4 vérités, Noël Lenoir, ministre délégué aux Affaires européennes. 13h, Daniel Bilalian, 20h, David Pujadas. 22h40, complément d'enquête. Benoît Duquesne, enquête sur le terrorisme. Et on se quitte sur ces images du bain de Noël à Nice. Comme tous les ans, les plus courageux font un petit tour dans des eaux plutôt fraîches. Ils étaient plus de 200 et l'eau était à 14 degrés. Mais voyez, ils n'ont pas d'audace.